Je me tourne vers une autre culture, d'une certaine manière. Gérard Bras, philosophe, professeur honoraire en première supérieure et actuellement à l'Université populaire des Hauts-de-Seine, a changé légèrement son intitulé, qui fait référence plus directement au film dont on va voir quelques extraits, L'homme qui tua Liberty Valance, retour sur le pouvoir constituant. Merci. Je prends parce que je vais utiliser l'autre pour... Merci à Laureline Fontaine, merci aux organisateurs pour cette invitation improbable. Pourquoi inviter Ford dans un débat, dans un colloque sur le récit constitutionnel, Ford qui se définit lui-même comme auteur de western? Pourquoi parler du western? Le schéma que l'on a couramment de ce genre cinématographique paraît très loin du propos touchant le récit constitutionnel. Si on suit Deleuze, la grande forme du genre répond à la structure S-A-S'. Une situation est exposée au sein de laquelle se noue un conflit. Elle requiert une action menée par un héros qui la résout, d'où procède une nouvelle situation. L'action du héros en général consiste, au moins dans l'idée sommaire que nous en avons, en un duel, au cours duquel l'usage de la violence tranche le nœud qui faisait obstacle à la résolution. Rien de constitutionnel, on le reconnaîtra, ni même de juridique. Or, ce schéma classique, à mon sens, ne fonctionne pas chez Ford. Non qu'il n'y ait pas de violence, pas d'usage de la force physique, pas d'affrontement armé, mais la résolution du conflit chez Ford ne procède pas du duel qui voit s'affronter le bien et le mal. Je pose, il faudrait beaucoup plus de temps, c'est pour ça que j'ai restreint mon exposé à un seul film. Ford a tourné 119 films, donc record absolu et imbattable. Je pose que la résolution chez Ford advient par la constitution d'une puissance publique. À cela, il faut ajouter qu'elle n'est jamais sans reste, cette résolution. La nouvelle situation enveloppe toujours clairement d'autres causes pour des conflits à venir. Pour le comprendre, il faut d'emblée poser que constitution ne s'entend pas au sens de texte juridique fondamental qui règle les conditions de la production des normes du droit dans une société, c'est-à-dire au sens de ce qui est constitué ou institué. Je prends le mot jamais énoncé à une exception près qu'on verra tout à l'heure, en son sens premier, désignant le processus ou l'acte par lequel se forme ou se compose un tout complexe, un corps, en l'occurrence un corps politique et juridique. En reprenant la distinction de Sieyès entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, je soutiendrai que Ford expose le mythe d'un pouvoir constituant, de la fondation d'une puissance publique, laquelle ne peut être effective qu'à la condition d'être régulièrement refondée. Et par mythe, j'entendrai l'imaginaire collectif qui sert de fond commun à l'action collective. Je ferai mon exposé en deux temps, un très très bref, résumé de l'argument du film L'homme qui tua Liberty Valance, même s'il est passé sur Arte, il y avait sûrement un complot entre les organisateurs et la chaîne de télévision lundi soir. Ford est assez peu diffusé, c'est un cinéaste immense, mais assez peu diffusé sur les chaînes de télévision. La Cinémathèque lui a consacré une énorme rétrospective, c'était la première fois au monde, il y a 2 ans et demi, où les 119 films de Ford étaient présentés à la Cinémathèque de Paris. Mais c'est un cinéaste qui tombe un petit peu dans l'oubli. Il est commémoré, mais assez peu diffusé. Et j'essaierai, pour le cœur de mon exposé, de chercher à caractériser ce qui m'apparaît comme pouvoir constituant dans le mythe fordien de l'Ouest, en examinant le processus de cette constitution dont le film fait récit.
Résumé de l'argument du film, comme on dit à l'opéra, qui a un argument de l'opéra, ça tient en 4 lignes pour un opéra qui fait 5 heures. Le vieux sénateur Remsen, en français la rançon, Remsen Stoddart, revient à Shinbone pour enterrer un ami, inconnu de tous. Cet ami s'appelle Tom Doniphan. Il est auréolé, notre vieux sénateur, d'un acte héroïque, avoir tué Liberty Valance, un outlaw qui faisait régner la terreur à l'époque où il est arrivé dans l'Ouest. Il est interrogé par des journalistes et livre une confession qui révélera le nom du véritable meurtrier, Tom Doniphan, qui vient de mourir, figure du good guy, Liberty Valance étant figure du bad guy. Le héros est mythique, la ville est devenue prospère, le territoire s'est constitué en état de l'Union. Le problème, et je n'aborderai le film que sous cet angle-là, comment s'est réalisée cette constitution? Il est explicitement question de la constitution en État, statehood, du devenir État de ce territoire qui était géré par l'autorité fédérale. On est donc effectivement, avec Liberty Valance, au cœur d'un récit constitutionnel. Les personnages fordiens ne vivent pas dans la solitude d'un hypothétique état de nature. Ils vivent au sein de communautés déjà formées, en réalité de familles, lesquelles sont regroupées en communautés villageoises, organisées à minima. On est presque dans le schéma aristotélicien. Si on ignore l'histoire de cette communauté villageoise, c'est-à-dire les conditions et les modes de formation, elle apparaît comme étant libre, mais fragile, voire précaire, soumise à l'intervention d'une cause extérieure qui met en danger son existence et celle de ses membres. C'est le statut, le rôle du gangster, de l'outlaw. C'est au sein donc d'une situation historique socialement déterminée, pour une communauté sans doute déjà constituée, que la question de sa constitution se pose. La constitution n'est jamais absolument originelle. Elle est toujours à un moment donné de l'histoire. Autant dire que la constitution n'est pas mise en forme d'une matière informe, passage de l'état de nature à l'état civil, mais transformation, fondation, refondation, recomposition. Cela implique qu'elle n'a jamais, chez Ford, la forme du contrat. Une séquence l'exprime de façon exemplaire, celle qui dure, j'en extrais 2 minutes, celle que j'appelle de la leçon d'instruction civique. Pour la situer avant de la projeter, elle vient immédiatement après que fut exposée l'impasse de ce que l'outlaw, le bad guy comme le good guy, appelle la Western Law. C'est-à-dire, pour parler un peu comme Rousseau, la loi du plus fort. Ces deux figures, du bad guy et du good guy, se sont affrontées pour l'honneur à propos d'un steak. C'est peut-être une des séquences les plus célèbres du cinéma de Ford. This is my steak, Liberty. Stoddart, le futur sénateur, a décidé d'apprendre à lire aux citoyens de Shinbone, et le sens politique de ce geste est donné au tableau noir. Vous l'avez, l'éducation est la base de the order and the law. Alors, je me garde de traduire law. Évidemment, l'équivocité anglaise est ici essentielle. Le droit, la loi. Certains sous-titres traduisent par carrément la justice, ce qui a quand même un faux sens de traduction un petit peu excessif. Avant l'entrée en classe, nous avions eu un gros plan sur la une du journal local, le Shinbone Star, qui introduit un nouveau conflit, non pas conflit entre l'outlaw et les autres, mais un conflit entre grands propriétaires, les ranchers, les grands éleveurs, qui veulent l'open range, et les petits fermiers, stadtholder, qui bénéficient
décrets de Lincoln de 1863 ou 64, je ne me souviens plus exactement l'année, et qui, eux, militent pour le statehood, pour la constitution en État. Les grands éleveurs veulent l'administration par le pouvoir fédéral et l'absence d'enclosure. Les petits fermiers militent pour la constitution en État qui protégera leur travail, leur culture et leur propriété. La leçon d'instruction civique commence maintenant, je la commenterai après. Il faut allumer le micro parce que... Ah, c'est... Explain to you that we've begun the school by studying about our country and how it's governed. Now, let's see. Well, Nora, would you tell the class what you've learned about the United States? The United States is a republic, and a republic is a state in which the people are the boss. That means us. And if the big shots in Washington don't do like we want, we don't vote for them, by golly, no more. Anymore. That's fine, Nora. That's just fine. Now, I wonder if anybody in class remembers what the basic law of the land is called. Now, you remember I told you that it had to be added to and changed from time to time by things called amendments. Now, does anybody remember? Juliet, your hand's always up. Here, let's Pompey, you can try this one. It was written by Mr. Thomas Jefferson of Virginia. It was written, Pompey. Written by Mr. Thomas Jefferson. And he called it the Constitution. Declaration of Independence. It begun with the words, we hold these truths to be self-evident. Let him alone, Charlie. Self-evident that all men are created equal. That's fine, Pompey. I knew that, Mr. Ranch, but I just plumb forgot it. No, it's all right, Pompey. A lot of people forget that part. You did just fine. Thank you, Mr. Ranch. Now, let's go. Il fallait aller jusque-là, bien sûr. Ah oui, il faut que j'éteigne. Voilà. Ouais. C'est bon, on pourrait montrer beaucoup d'autres extraits de ce film, mais on condense, et encore une fois, à ma connaissance, sous réserve d'inventaire, j'ai vu que la moitié des films tournés par Ford, c'est la seule fois où j'ai entendu le mot constitution prononcé à faux sens. Notre ami Pompey confond constitution avec déclaration d'indépendance, l'instituteur le reprend. Je vais y revenir dans mon commentaire. Cette séquence est intéressante à beaucoup de titres, je trouve. Elle met en scène un peuple enfant, littéralement un peuple enfant qui suit la classe, sans passé, sans mémoire, ignorant ou innocent, et qui accorde confiance à son instituteur. Là, on ne peut le dire qu'en français, parce que je joue sur l'ambivalence, évidemment, de l'instituteur. L'anglais dit « professor ». Peuple enfant qui se donne comme la vérité de la communauté naturelle libre, de la multitude libre en équilibre instable, qui est exposé ici. Peuple enfant qui a besoin, tels les Hébreux dans Spinoza, d'un législateur pour le constituer encore autonome. Plutôt qu'un Christ, il y a beaucoup de commentaires sur le prénom de Stoddart, Ransom, plutôt qu'un Christ, la rançon serait à l'image de Moïse, figure du législateur à la fois membre inclus de la communauté sans en être un élément, dedans dehors, qui en paye le prix en ne parvenant jamais à s'installer paisiblement en terre promise. La classe est faite sous le double portrait de Washington et de Lincoln. On les a un petit peu aperçus, j'ai coupé la séquence. Exergue qui situe la séquence, référence pour la solution du conflit qui vient d'être introduite par la une du Shinbone Star, la Constitution en État. La question posée
à la classe porte sur la nature du pays. La femme qui est interrogée est femme de l'aubergiste suédois qui va, dans le courant du film, obtenir son certificat de naturalisation, mais qui n'est pas encore. Donc il y a un double titre dit un nous, et c'est ça qui m'intéresse aussi. On est en 1910, le vote des femmes est en 1920. Donc elle dit un nous qui est doublement, dont elle est doublement exclue. Le je du nous n'est pas inclus dans le nous de l'énoncé en tant que femme et en tant que suédoise, immigrant. Ça a à voir avec cette perte de mémoire. Autre remarque, dans la définition qu'elle donne de la République, le philosophe politique ne peut pas ne pas remarquer qu'elle confond République avec démocratie. La définition qu'elle donne de la République est très exactement celle de la démocratie. Les nuances philosophiques semblent devoir être dépassées. Et le portrait de Lincoln ici vient bien sûr comme signature de la définition de la démocratie qu'elle évoque. Le second élève interrogé, Pompée, qui est le serviteur noir de Tom Doniphan, le héros qui est décédé, lui n'est pas sans mémoire. Même remarque que pour Nora, Ford fait parler deux figures qui sont au bord du corps politique qui est en train de se constituer. Lui n'est pas sans mémoire du fait de sa jeunesse, mais il est frappé d'amnésie. Confondant constitution et déclaration d'indépendance, il ne se souvient plus du premier principe, celui qui fonde tous les autres. Les hommes sont créés égaux. Je reprends l'énoncé littéral, non pas comme le sous-titre qui reprend l'énoncé français traditionnel. Là encore, la contradiction entre les principes universels et leur effectivité est exposée, soulignée par le portrait de Lincoln. On est 45 ans après la fin de la guerre de sécession, non pas sur le mode de la dénonciation du formel en regard du réel, mais la configuration du récit l'impliquera pour faire valoir que la constitution politique du peuple est inachevée, qu'elle est processus historique, qui n'est réel qu'à condition d'une réappropriation hic et nunc des principes en permanence. Ce qui peut éclairer le sens ou nous permettre de donner sens à la double erreur en termes de droit et de philosophie politique de nos deux élèves. La déclaration d'indépendance n'est pas le texte de la Constitution. Alors, sommes-nous en présence d'une condescendance du maître pour cet élève noir, imperméable à ses subtilités formelles, ou bien d'une intelligence innocente de l'élève? Je pencherai pour la deuxième hypothèse. Au fond, Pompée comprend de fait que la Constitution ne doit pas se confondre avec l'institution, qu'elle ne se ramène pas à un texte de droit positif, alors même qu'elle relève d'un acte, au sens juridique du terme, de cet acte par lequel un peuple est un peuple, pour citer Rousseau. Ce qui signifie que la Constitution est avant le texte constitutionnel. Il faut que le pouvoir constituant soit déclaré pour que le mode de décision juridique ou politique soit choisi. Du coup, la confusion de Nora s'éclaire elle aussi. En deçà de la République, ce régime qui se donne comme objet le bien public, il faut placer la démocratie comme fondement du pouvoir politique lui-même. Affirmation qui constitue le nous. Ce nous de la déclaration d'indépendance, en filigrane des deux exposés de nos deux élèves. We the people, etc. Mais aussi, citation de Ford par lui-même, c'est le troisième film avant-dernier de Ford, qui conclut Les raisins de la colère par ces mots de Mad George, We are the people. Là encore, paroles de gens, the people, non comptées dans le régime institué et qui ne peuvent pas ne pas être comptées dans la politique réelle qui s'effectue. Manière de dire que la Constitution est toujours à venir parce que jamais achevée, jamais coïncident avec les institutions qu'elle fonde. Que le problème soit bien celui
du pouvoir constituant. La fin de la séquence dont j'ai montré l'extrait le prouverait. L'instituteur commente l'article du Shinbone Star et expose l'enjeu du conflit qui oppose éleveurs et petits fermiers par l'énoncé d'un principe démocratique. Le pouvoir est à vous, dit-il, à travers le vote. Le réel fait irruption dans la salle de classe. Doniphan arrive, porteur d'une mauvaise nouvelle, le meurtre d'un fermier qui refusait de se soumettre aux diktats des éleveurs par Liberty Valance. L'impuissance du droit semble démontrée. Le droit n'est qu'un chiffon de papier, c'est à peu près comme ça que le film avait commencé. On passe dans la partie suivante de l'énoncé des principes aux actes, de la leçon donnée au peuple enfant à sa constitution effective en corps politique autonome. Deux séquences importantes du film vont l'exposer. Celle de l'Assemblée locale qui va élire des délégués à l'Assemblée territoriale, puis celle de l'Assemblée territoriale. Donc le mass meeting election local et l'Assemblée territoriale. Le moment proprement constituant est exposé dans la première séquence, dans le mass meeting election. Les hommes du canton convergent tous vers le saloon, lieu de socialité par excellence, tel l'agora ou le forum. Tout commence par la vérification de l'inscription sur la liste électorale. En sont exclus, l'image le montre clairement, les femmes qui restent à la maison et le serviteur noir qui reste sur le seuil, une carabine à la main quand même, elle servira. La multitude turbulente occupe la salle. Ford, je trouve, est un champion de la mise en scène des groupes. Et il va filmer la transformation de cette multitude turbulente en un tout ordonné, sous l'autorité de celui qui sait faire silence, chacun étant assis sur une chaise, exposant à l'image ce qu'on pourrait appeler l'égalité sérielle des individus. Stoddard fait une démonstration de la procédure à suivre pour élire les délégués à l'Assemblée territoriale, et sa position de membre de la communauté qui provient de l'extérieur, toujours la figure de Moïse, dedans, dehors, permet de considérer que les règles ne sont pas tombées d'un pouvoir transcendant, mais réappropriées de façon immanente par celui qui les connaît. Il y avait de la matière. Il y avait, oui, j'ai beaucoup raccourci, mais je pensais. Donc, je vais faire comme si j'avais raconté tout ce qui se passe dans ces deux assemblées, pour arriver à ma conclusion, arriver à la fin du récit où finalement les journalistes ramassent le papier, le mettent au feu, et on a cette formule archi-célèbre « When the legend becomes fact, we print the legend ». Excusez mon accent anglais qui est épouvantable, je le sais, mais j'ai besoin de le dire en anglais parce que la traduction habituelle, c'est quand la légende dépasse la réalité, alors que l'anglais ne dit pas ça du tout. Mélancolie fordienne. Je voudrais revenir sur la forme même du récit. Flashback. Flashback qui enveloppe un flashback où on aura appris que ce n'est pas Stoddard qui a tué